Je crois que j'ai même pas besoin de poser de questions à Lorenzo Soccavo, puisque Lorenzo Soccavo travaille sur... Alors, lui, il est plus sur le livre numérique, mais depuis très très longtemps, et donc il va pouvoir réagir un peu sur cette question et d'innovation, de mode de consommation aussi de la lecture, parce que certes, c'est un nouveau... On est d'ores et déjà dans un nouveau mode de consommation du contenu, mais on est aussi, et on restera peut-être dans certaines formes de consommation du papier. Et quelles sont vos perspectives, mon cher Lorenzo, sans que vous nous fassiez du Rasputin? Non, je ne vais pas faire du Rasputin. Ce qui est certain, bon, c'est que de tout temps, je pense, c'est-à-dire dès les tout débuts de l'histoire de notre espèce, de l'espèce humaine, nous avons cherché, nos ancêtres ont cherché à améliorer les dispositifs d'écriture, de lecture, d'accès à l'information, d'échange de l'information. Et alors, si vous voulez, moi, dans la discipline que j'ai lancée, que j'ai créée et à laquelle je travaille jour après jour depuis plusieurs années, qui est donc la prospective du livre, et qui était la prospective du livre et l'édition, qui est maintenant quand même de plus en plus la prospective du livre et de la lecture, j'ai cherché, je me suis rendu compte plutôt très vite qu'il fallait que j'introduise une dimension transhistorique pour ne pas justement appliquer ce qui n'était pas applicable à ce domaine particulier de la lecture, appliquer des recettes, des méthodes, entre guillemets, traditionnelles de la prospective telles qu'elles s'appliquent à des sciences plus dures comme la finance, l'armement, la géostratégie et tout ce que vous voulez. Et si on va justement dans le temps, tout à l'heure Nathalie me disait de ne pas aller trop loin dans l'avenir, de ne pas faire de futurologie. Je ne fais jamais de futurologie parce que ce que je fais dans mes voyages dans le temps, je voyage beaucoup dans le temps, mais je voyage dans le passé. Et alors qu'est-ce qu'on voit là sans remonter jusqu'à l'acquisition du langage articulé, qui a été quelque chose, vous pouvez le croire, encore plus révolutionnant, si je puis dire, révolutionnaire que ce que nous vivons actuellement. Si on remonte juste à l'acquisition de l'écriture, l'apparition de l'écriture, c'est à peu près moins 3500 ans de l'ère commune. À Suse, actuellement en Iran, je vous renvoie aux travaux de Clarisse Ehrenschmidt du Collège de France. Moins 3300. Bon, on est plus, on est 2013. Bon, on va faire simple, pour pas que ça aille, si vous voulez, bien dans mon sens, trop facilement dans mon sens. Donc on va dire, allez, 3000, et puis 2000. Ça fait 5000. Ça veut dire que ça fait 5000 ans d'épopée humaine où nous écrivons et où nous lisons. Et où nous écrivons et nous lisons notre épopée. Et donc, si vous voulez, il faut relativiser. Et relativiser, par exemple, j'entendais tout à l'heure parler de Google en péage du monde, des choses comme ça. Il ne faut pas être face en fin de compte, à des entreprises, une nouvelle génération d'entreprises, certes une nouvelle génération d'entreprises qui impactent et qui apportent des métamorphoses, si vous voulez, profondes aux livres, à la presse, mais je pense plus particulièrement encore à Amazon, à Apple, il n'y a pas que Google. Il ne faut pas être face à eux comme des lièvres subjugués dans le faisceau des phares d'un camion qui approche. Et il faut penser l'après. Il faut penser l'après Google, il faut penser l'après Amazon. Et en pensant comme cela, c'est ni de la blague, ni de la provocation. Ça permet aujourd'hui de se positionner autrement. Ça permet, en voyant ce qui s'est passé dans le temps, si on sait qu'au XVIe siècle, par exemple, un de mes ancêtres, Agostino Ramelli, avait inventé une roue à livre, c'est-à-dire un dispositif devant lequel le lecteur s'asseyait et il pouvait lire. Vous aviez une douzaine de lutrins sur lesquels vous aviez des livres ouverts, vous aviez une roue que vous tourniez. Il avait inventé l'hypertexte avant les ordinateurs, avant l'électricité. C'est-à-dire on a toujours cherché à améliorer les dispositifs de lecture. C'est bien ça dont il faut se rendre compte. Ce que j'ai noté aussi là, un petit peu dans tout ce qui s'est dit, c'est aussi ce qui concerne la data visualisation et le design d'information. Et là, pour faire un petit peu de prospective quand même, de minutes, je dirais qu'en effet, il y a là quelque chose de très important qui se joue et qui trouvera, je pense, des voies de solution, des voies de réalisation
dans un des signaux faibles que nous pouvons détecter si nous sommes un petit peu vigilants, qui est le web 3D. Et je conclurai juste là-dessus, parce que j'entends le petit minuteur de Nathalie, je ne savais pas si bavard. Le web va passer de la 2D à la 3D, et j'ai lancé l'an dernier, en janvier 2012, un incubateur qui s'appelle Métalecture, sur une plateforme open source de web 3D, et où nous réfléchissons justement, comme les arts de la mémoire, de Cicéron, etc., à représenter des données, à représenter par exemple des livres avec des volumes, avec des formes géométriques, avec des reliefs, des îles, des villes, etc. Parce que l'information, elle est partout. Nous lisons la ville, tout est livre, tout est lecture. Alors Enzo, non seulement vous avez explosé le minuteur, mais en plus vous faites de l'autopromo, ce qui est strictement interdit ici, bravo. Vous êtes encore meilleur qu'un journaliste.